Avertissement, ce podcast n'a pas pour but de supporter l'œuvre de J.K. Rowling, mais bien d'analyser Fantastic Beasts 2 et 3, notamment s'attarder sur l'hybride du soft power américain et anglais. Merci d'en prendre compte que nous ne soutenons aucun propos de J.K. Rowling. Bienvenue à ce premier épisode des Harry contre-attaque. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, on va parler de Fantastic Beasts 2 et 3. À titre de rappel, Fantastic Beasts 2 a été sorti en 2018 alors que le 3 en 2022. Dans le Fantastic Beasts 2, on suit le prisonnier Grindelwald, qui est le grand méchant de l'histoire. Il est détenu aux États-Unis, mais il se retrouve à se faire repatrier / il s'échappe pour retourner en Europe. Et rendu en Europe, il va rassembler ses supporters pour s'élever contre ses ennemis. En même temps, il y a le personnage de Crédence, qui, lui, est un personnage un peu plus en marge des autres parce qu'il cherche ses origines. Nous aussi, on les cherche avec lui. Et Crédence se retrouve, bien évidemment, en Europe comme Grindelwald. Et enfin, il y a le personnage de Newt, aussi appelé en français Norbert. Donc, ça dépend de la version que vous avez vue. Mais Norbert se retrouve un peu à poursuivre Grindelwald et Crédence, un peu contre sa volonté. Au début, il ne voulait pas, mais il finit par s'y faire puis à aimer ça, si j'ose m'avancer. Ça peut sembler un peu tiré par le cheveu, étant donné que le monde des sorciers est clairement pas le nôtre, mais on estime qu'on peut faire plusieurs liens avec les relations internationales et la politique dans ce film. C'est vrai, juste avec le début du film, quand Grindelwald il est détenu aux États-Unis, on mentionne le fait qu'il va être repatrié, retourné en Europe, précisément en France. Et ça, veut pas, ça fait écho à Interpol, Organisation internationale. Interpol, dans le fond, c'est l'organe international de coopération de la police. C'est une organisation internationale qui est reliée indirectement à l'ONU, puis qui va viser à une collaboration des corps policiers de tous les pays. Par exemple, pour des opérations de démantèlement de cartels de drogue. Dans le cas de Fantastic Beasts, c'était littéralement d'arrêter un prisonnier. Même s'il n'y a pas de mention de collaboration, on peut imaginer qu'il y avait une collaboration dans le but de l'arrêter, parce que c'est les États-Unis qui l'arrêtent, puis les États-Unis, c'est pas en Europe, là. Effectivement, les États-Unis, dans le premier, l'arrêtent avec l'aide de Norbert Dragono Newt Scamander, qui est un citoyen anglais. Puis ensuite, comme on l'a mentionné, Grindelwald est arrêté par les Américains et va être remis aux Anglais qui vont le laisser s'échapper, ce qui va faire en sorte qu'il va s'enfuir en France pour rassembler ses supporters. Mais là, on parle de la France, on parle des États-Unis, mais pourquoi on parle pas d'Asie, d'Afrique dans le film? Ça, c'est une excellente question. Effectivement, on mentionne le ministère de l'Europe, des Amériques, mais la mention de l'Asie est complètement inexistante. Puis ça, c'est quand même une constante dans les livres de J.K. Rowling. Même dans Harry Potter, on mentionne des personnages de d'autres nationalités, mais on fait qu'effleurer la surface. Par exemple, Parvati, Cho, on mentionne qu'ils sont d'une autre nationalité, ils ont des origines ethniques autres que celles anglaises, mais on n'élabore pas plus. Présentement, si on fait un parallèle avec le monde, c'est l'Asie qui est contestataire de la puissance hégémonique américaine. Et ça aurait pu se refléter dans le film, mais ils ont décidé de juste en faire abstraction. Et effectivement, ils ont décidé d'en faire fi. C'est pas tout à fait le cas pour le troisième film, on va le voir tantôt, mais dans ce film-ci, on voit que les ressortissants asiatiques, ce n'est pas important. De toute façon, en même temps, on comprend que le centre de l'histoire, c'est en France. C'est sûr que, encore une fois, l'histoire va se concentrer sur l'Occident et non sur l'Orient. En parlant de la France, tantôt, avant qu'on enregistre, tu m'avais mentionné le lien avec le lieu de la France, les lieux de rassemblement. Je trouvais ça quand même intéressant, surtout avec la montée plus de droite actuellement. Effectivement, on voit dans le film que Grindelwald décide de faire son rassemblement dans un lieu qui fait penser à la Rome antique, donc un lieu historique. Et on a vu ces derniers temps le Rassemblement national, donc un parti qui se revendique de droite, qui est très populaire en ce moment en France, faire des rassemblements dans des lieux similaires. Et en plus, on s'entend que le film a été tourné
il est sorti en 2018, donc ils l'ont même tourné avant 2018 et que présentement, on enregistre ce podcast-là en 2025. Donc, il y a quand même une continuité dans cette évolution-là qu'on permet de voir comment les choses évoluent plus clairement parce que sûrement qu'en 2018, on avait des... Ben, pas sûrement, là. Il y avait des vagues de montée populiste ou de droite et on les ressent et on les voit définitivement plus aujourd'hui. Effectivement, parce que Grindelwald, veut pas, c'est facile de faire un parallèle entre lui et Hitler, étant donné que les deux sont des leaders charismatiques, puis qui vont, dans le cas d'Hitler, a réussi à se faire élire quand même démocratiquement pour l'époque, tandis que Grindelwald va essayer de faire la même affaire dans le 3e film. Grindelwald il se veut proche du peuple, il parle des mentions, des inquiétudes du monde, de la magie, des sorciers, leurs craintes vis-à-vis des moldus, des personnes sans magie plutôt. Exactement, donc il rassemble les sorciers qui sont incertains quant à leur avenir par rapport à ceux des étrangers de leur monde, c'est-à-dire les non-mages. Donc, c'est quand même intéressant étant donné qu'on sait qu'en Europe, il y a aussi un problème similaire parce que les gens qui habitent en Europe voient arriver des vagues de migrants que l'État n'est pas capable d'intégrer correctement dans la société. Et donc, il y a des interrogations similaires dans les partis de la droite et dans les supporters de ces partis-là. En lien avec tout ça, si on va plus ou moins en lien, si je peux dire ça comme ça, si je vais de façon plus globale avec les représentations géographiques des espaces, on l'a mentionné, on l'a analysé un peu au début avec la présence de l'Europe et du ministère de la magie américaine, mais moi, je voudrais aller plus en profondeur sur les pays spécifiquement parce que les États-Unis, j'ai l'impression qu'on voit vraiment une perception des États-Unis comme étant un moyen d'échapper au chaos européen parce que on voit quand, un peu plus vers la fin du film, quand il parle d'un bateau pour s'échapper à l'Europe, et ce film-là a été tourné comme quelque temps, dans la trame de l'histoire et non dans la réalité, mais quelque temps après la Première Guerre mondiale, on voit réellement les États-Unis comme un moyen d'échapper à la guerre. Effectivement. Puis, si on revient un peu au soft power, à l'hybride d'un soft power anglais et américain, on l'a mentionné de manière un peu explicite plus tôt, mais c'est intéressant parce que J.K. Rowling est anglaise, mais le studio qui produit ces films-là est américain, puis veut pas. Je pense que J.K. Rowling, rendu à ce stade-là, c'est quand même rapproché de la vision américaine des choses. Donc, c'est intéressant de voir comment, dans le film qu'elle a elle-même, je pense, réalisé, scénarisé, elle représente les États-Unis comme étant fiables, leur niveau de sécurité étant élevé, et c'est les Anglais qui laissent s'échapper Grindelwald. Et les États-Unis qui le rattrapent. Parce qu'on se souvient que Tina, donc l'intérêt amoureux de Norbert Dragono ou Newt Scamander, est membre du Bureau des Aurores américain. Et donc, elle représente les États-Unis avec Newt Scamander. Elle s'en va jusqu'en France, elle est détachée en France pour aider le ministère français et anglais à arrêter Grindelwald, parce qu'on se souvient aussi que le grand frère de Newt Scamander est justement un membre, lui, du Bureau des Aurores anglais. Et donc, on voit une coopération en même temps anglaise et américaine, en même temps de mentionner clairement que les Anglais sont pas capables de gérer le problème de la menace pseudo-terroriste qui est Grindelwald tout seul. Ils ont besoin de leurs alliés américains et on les voit collaborer dans les personnages de Tina et Theseus Dragono pour arrêter Grindelwald. Et aussi, même si Norbert ou Newt, là, il y a un intérêt amoureux envers Tina, on voit quand même comme un certain ressentiment des autres personnages que Tina est quand même plus forte qu'eux. Donc, exactement. En sachant qu'elle représente les États-Unis, c'est comme dire « Ah, les États-Unis sont plus forts que nous. » Exactement. Puis ça fait écho à l'idée qu'en 2018, on est dans la présidence Trump. On est dans la présidence Trump. Puis, au début du mandat de Trump, post-Obama, on voit encore les États-Unis comme étant très fortement une puissance
quand même protectrice d'un certain ordre international, alors qu'aujourd'hui, on voit que c'est plus le cas. Mais en termes de vision des choses, ce film-là, qui a été produit en 2018, représente la vision qu'on avait à l'époque que les États-Unis aient la puissance forte, qu'on le veuille ou non, qui permet d'instaurer un certain ordre, puis qui est là pour appuyer les autres États dans leurs opérations contre des agents déstabilisateurs, comme par exemple Grindelwald. Et ça nous amène au film Fantastic Beasts 3. Bon, donc, dans le film de Fantastic Beasts 3, ce qui se passe, c'est que là, Grindelwald a réussi à rassembler des supporters, et là, il s'est enfui en Autriche, parce qu'il est toujours recherché par la communauté internationale pour les crimes qu'il a commis. Et tout ça arrive à l'aube de l'élection du nouveau chef international des sorciers. Donc, nouveau chef international des sorciers. Et cette élection-là ne va pas se dérouler évidemment sans pépin. Grindelwald va s'arranger pour faire tomber les charges qui pèsent contre lui et se présenter comme candidat. Entre-temps, Newt Scamander et Dumbledore et compagnie vont tenter d'empêcher ses plans de se faire reconnaître officiellement et légalement comme nouveau chef des sorciers au niveau international. Et finalement, ils vont réussir à déjouer ses plans et il ne sera pas élu. Finalement, c'est DeSantis qui va être élu. Dans le fond, puis au final, c'est une des deux candidates qui briguait le poste de chef international de la communauté des sorciers. Donc, Vincenza Santos qui va gagner. Et donc, ce film-là, pour moi, est celui qui est le plus marqué par les relations internationales parce qu'on se souvient que, bon, l'enjeu premier de ce film est de déjouer, oui, les plans de Grindelwald, mais aussi ça se centre sur l'élection d'un nouveau chef international de la communauté des sorciers. Oui, et puis aussi, comme dès le début du film, on parle d'une promotion d'une démocratie lors d'un événement à Berlin, puis d'éviter la corruption, genre choisir ce qui est facile, choisir ce qui est vrai et non ce qui est facile. Choose the right thing and then the easy thing. Je me rappelle plus de la réplique exacte. Exactement, mais... c'est exactement ça. Puis c'est d'autant plus vrai, comme on l'a mentionné, dans nos démocraties aujourd'hui. Mais aussi, c'est intéressant de replacer cette élection-là comme étant l'équivalent de l'ONU. Parce que cette organisation internationale de sorciers, comme on l'a mentionné dans le 2, il y a une coopération entre les différents ministères. Et donc, il y a aussi l'équivalent des Nations unies pour les sorciers. Puis là, c'est comme s'il y avait l'élection du secrétaire général de l'ONU. Oui. Et en parlant de secrétaire général, c'est Santos qui a été élu. Il y a une réelle personne dans la vraie vie qui s'appelle Santos. C'est aussi intéressant de mentionner que non seulement cette personne-là qui va être élue à la place de Grindelwald, c'est une femme, mais en plus, elle vient de l'Inde. Puis en 2021, on se souvient qu'il y a l'émergence, on est dans le COVID, puis il y a un début d'émergence de stratégie Indo-Pacifique. Oui, on parle de plus en plus de l'Inde. Au Canada, on peut se rappeler de toute la controverse avec Justin Trudeau. On a l'émergence de stratégie Indo-Pacifique parce que là, on a la montée de la Chine en puissance, une puissance que les États occidentaux voient comme déstabilisatrice dans l'Asie-Pacifique. Et donc, on va commencer à se tourner vers l'Inde dans la région pour s'ériger en opposition avec la Chine, même si les deux font partie des BRICS. BRICS qui équivaut à une organisation régionale avec Brésil, Afrique du Sud, Chine, Inde. Et la Russie. Puis en plus, c'est un groupe qui s'est élargi récemment. Il y a plusieurs États qui ont fait application pour en faire partie, dont l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est un organisme qui est en opposition avec les autres groupements plutôt occidentalo-centrés, comme par exemple le G20. Oui. Mais pour en revenir à l'Asie et à l'Inde, c'est important de mentionner que l'Inde est une ancienne colonie de la Grande-Bretagne, du UK,
et que la Chine n'est pas du tout mentionnée, même que l'endroit où que le nouveau chef suprême de la magie va être élu, c'est à Bhoutan. Au Bhoutan. Merci. Qui est un pays, si je peux dire? Un pays? Oui, qui est un pays qui se situe juste en dessous de la Chine, donc la région du Tibet. Donc, ils auraient pu faire le choix, étant donné que l'Empire chinois est l'empire quand même un des empires les plus vieux, avec l'Empire romain grec. Clairement, ça aurait été quand même logique que cette élection-là puisse se tenir potentiellement dans un lieu antique d'un empire millénaire, mais ça se fait au Bhoutan, qui, on s'entend que les temples qu'on montre fait quand même penser beaucoup à un style très tibétain. Puis c'est normal, le Bhoutan est juste en dessous du Tibet. Fait que c'est sûr qu'il y a des similitudes culturelles, mais pourquoi pas le faire rendu à ce stade-là en Chine? Pourquoi décider de le faire là? Ça serait pas comme juste pour pas reconnaître cette puissance contestatrice de la Chine? Exactement. Surtout que on se souvient que j'ai mentionné qu'il y avait 2 candidats avant que Grindelwald arrive. D'autant que le deuxième candidat qu'on mentionne à peine, ce qui est vraiment un pied de nez, d'autant plus que non seulement ils auraient pu décider de faire l'événement en Chine, étant donné qu'on mentionne une créature fantastique qui est clairement affiliée à la Chine, le Qiling, est un animal fantastique qu'on dit au début de l'Empire chinois qui désignait les rois, les empereurs. C'est une bête de bon augure qui choisit les leaders et comme il mentionne dans le film, est symbole de bon augure d'un règne long et prospère. Mais ça, c'est typiquement chinois. Puis le deuxième candidat s'appelle Liu Tao. C'est pas lui qui gagne, on l'entend à peine, et c'est la candidate de l'Inde qui gagne. Puis c'est pas anodin, comme on vient de le dire, ils veulent pas reconnaître cette puissance-là de la Chine qui est contestatrice, mais en plus, ils vont quand même reconnaître que la magie originale vient de l'Asie, mais malgré tout, les plus forts, ça reste l'Europe et l'Amérique. Exactement. Et ça reste aussi, par extension, les alliés de l'Europe et l'Amérique, donc l'Inde. Oui, Inde qui est une ancienne colonie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Anglaise. Et qu'aujourd'hui, il y a plusieurs puissances occidentales qui voient aussi l'émergence de l'Inde et trouvent qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir des liens économiques plus importants, avec un succès variable, dans le cas du Canada. Ouais, on va pas s'embarquer là-dedans, mais on comprend que les 2 films se suivent. Ben, c'est normal qu'ils se suivent, là, c'est le 2 et le 3, mais ils se suivent aussi dans la réalité avec les événements mondiaux et les liens qu'on vient d'y faire. C'est quand même le reflet, comme on disait dans l'introduction, du contexte international à ce moment-là. Et le Brexit, il s'est passé en quelle année? C'est parce que moi, je viens d'allumer qu'il se déplace vraiment facilement en Europe. Et c'est un peu comme... Justement, le Brexit a lieu le 31 janvier 2020. On le voit pas réellement dans le film. Ça, c'est sûrement pas... Je veux dire, quand le film a été tourné, écrit, c'était pas d'actualité parce que il passe de la grande... du Royaume-Uni en France, à Berlin, en Autriche, de façon instantanée, mais pour se rendre aux États-Unis, ils doivent prendre un bateau. C'est quand même un lien qu'en Europe, le déplacement il est plus développé, veut pas. Mais on reste dans un film d'univers de magie, donc pourquoi des magiciens qui peuvent transplaner ne pourraient pas se transplaner aux États-Unis, mais ils peuvent le faire en Europe? Exactement. Puis ça fait écho justement à l'idée, bon, là, comme on l'a mentionné, après le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Ça veut dire que théoriquement, il ne fait plus directement partie de l'espace Schengen. L'espace Schengen qui est l'espace entre les différents pays membres de l'Union européenne et les pays nordiques qui ont une entente séparée qui facilite la circulation entre les différents pays de l'Union européenne et alliés, ce qui permet de facilement se délocaliser pour le travail dans un autre pays. Par exemple, si vous êtes citoyen français, vous
pouvez facilement aller travailler en Italie sans avoir besoin d'être forcément citoyen italien. Il y a des ententes qui favorisent le déplacement des nationaux facilement. Oui, même si on est Canadien, par expérience, si vous rentrez en Europe, par exemple en France, par la suite vous allez au Portugal, vous n'allez pas repasser par la douane internationale étant donné que vous êtes déjà rentré en France grâce à l'école. Exactement, on est dans l'espace Schengen. Et ça paraît dans le film. Oui, ça paraît vraiment dans le film. Fait que même si on peut pas dire directement que c'est une position anti-Brexit, on peut lire entre les lignes que probablement il y a une idée que le Royaume-Uni devrait faire plus partie de l'Europe que ce qu'il est en ce moment, potentiellement. Et ça me permet de conduire le train vers l'Autriche. Autriche, qui est le pays où que Grindelwald décide de se réfugier. C'est intéressant parce que Grindelwald décide de se réfugier en Autriche. Puis après, c'est intéressant parce que il aurait pu se réfugier en Suisse. Mais il l'a pas fait. L'Autriche, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, une des demandes, ça a été de garantir la neutralité de l'Autriche par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, à ma connaissance. Et ça fait en sorte que l'Autriche était aussi à l'époque considéré comme un pays qui était théoriquement neutre. Mais après, c'est intéressant parce que on sait que dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Autriche a été envahie par l'Allemagne nazie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Grindelwald est allié avec le chancelier Wizard allemand. Oui, puis à Berlin, on voit très clairement les rassemblements du monde de la magie qui sont quand même, si je peux dire ça, violents, comme sont très forts. Effectivement. Puis on se souvient que en 2021, non seulement on était dans la pandémie, mais aux États-Unis, on avait une élection américaine aussi qui était fortement partisane. Et donc, le fait qu'on voit une foule qui est divisée par couleur, ça fait aussi écho au fait qu'il y a une augmentation de la partisanerie et il y a une diminution des discussions entre ces deux groupes-là. Oui, parce que ça allait même jusqu'à, je pense, dans le premier rassemblement qu'on voit dans le film 3, t'avais une des candidates qui a lancé un coup de baguette et il y a juste comme la pancarte d'un adversaire qui a genre juste changé pour sa face. Tu sais, je veux dire, elle a même pas parlé à ses adversaires, elle a juste affiché sa pancarte. Effectivement, donc, exactement, ça représente qu'il y a une augmentation du clivage entre les supporters des différents partis. Et donc, ça fait vraiment écho à la réalité. En ce moment, on voit effectivement une exacerbation de ce mouvement-là. Il y a des gens qui sont fortement partisans et qui vont suivre le chef du parti pour lequel ils sont complètement vendus sans aucune hésitation. Oui, peu importe ce qu'il fait. Oui, parce que dans Fantastic Beasts 3, quand il arrive, Grindelwald, vers la fin du film, il est sur une estrade et même s'il dénonce les autres personnages, ses crimes, ses supporters de Grindelwald n'y croient pas. Ils vont pas réellement croire les personnages qu'il critique en tant que tel. Ils vont continuer à le soutenir puis à vouloir que ça soit lui le chef international des sorciers. Non seulement ça, mais on peut aller même plus loin parce que, si je me souviens bien, il va déclarer qu'il s'en va en guerre contre les Moldus. Mais ça, c'est fort. Et il n'y a aucun questionnement de la part de ses supporters. Il pose des cris de joie et après, bon, on sait que Norbert Dragono arrive avec le Tseeling et, arrange la situation et empêche Grindelwald d'être le leader officiel des sorciers. Mais on s'entend qu'entre-temps, il a quand même déclaré qu'ils allaient faire un génocide. Oui, puis en plus, on dirait que dans le film, ils n'ont pas réellement conscience de ce génocide-là, des conséquences que ça entraîne, parce que, oui, les personnages qui sont contre Grindelwald vont dire non, il faut qu'on l'arrête, mais les autres personnages, ils foutent rien, là, désolé, mais ils sont juste là, Grindelwald a la bonne vision, il va tout nous aider, ouais! Ouais, mais ça va être ironique ce que je vais dire, étant donné que c'est Fantastic Beasts et c'est un univers magique, mais tu sais, comme, ces promesses-là, que ce type de leader-là promettent, ça n'arrive pas par magie. Il faut du travail, il faut les mettre en place. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment
cette partisanerie-là est représentée. D'autant que, en parlant du ceiling, c'est intéressant parce que tantôt, tu as mentionné que Norbert Dragono a été chargé par Dumbledore de dire au chancelier allemand de faire ce qui est juste et non ce qui est facile, mais il décide de prendre la voie qui est facile et de laisser Grindelwald être un participant dans l'élection et laisser les foules décider. Comme si la démocratie allait faire en sorte que d'évincer ce participant-là, mais au final, le chancelier allemand va quand même prendre le parti de Grindelwald et supporter l'idée que le Tiling qui l'amène, qui est mort, qui a été ressuscité, qui est plus en vie, qui est plus aussi neutre, est le bon. Et donc, c'est intéressant parce que les foules sont pas capables de départager les trois candidats et on s'en remet à une espèce d'autorité morale supérieure. Mais là, il la respecte. C'est ça. On peut faire un lien avec l'ONU où il n'y a rien qui est supérieur à l'État. Donc, même si on voit que l'ONU impose des sanctions ou décide de ne pas aider tel pays ou quoi que ce soit, ou qu'il expulse tel pays de, je sais pas, son assemblée générale, ben le pays, je veux dire, il reste... Il n'y a pas d'autorité contraignante contre lui. Là, il va continuer à vivre, mais... à vivre. Il va continuer à faire ses actions. Oui, parce qu'il ne perd pas sa souveraineté. Mais justement, c'est intéressant parce que, au contraire, moi, je dirais qu'après y avoir passé, le Tiling, c'est un super État, dans le fond. C'est un super Léviathan pour ceux qui sont fans de Hobbes. Dans le fond, c'est comme si c'était une autorité au-dessus des ministères, au-dessus des États. Et donc, c'est intéressant parce que je pense que le Tiling, on pourrait le percevoir comme étant l'effet du soft law. Le soft law, dans le fond, c'est l'idée selon laquelle un droit non contraignant, mais qui est contraignant par l'adhésion des États, mène à un résultat de faire en sorte que certaines règles qui ne sont pas contraignantes vont être respectées. Et dans ce cas-là, je pense que le Tiling, on pourrait le voir comme la métaphore de cet effet-là du droit international. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les différents États dont nous sommes des ressortissants ont ratifié et signé des accords sur les droits humains et donc ils sont supposés faire appliquer ces engagements-là à l'interne, mais il n'y a rien qui les oblige à le faire, même s'ils sont signataires ou qu'ils ont ratifié les traités. Mais le fait que l'ensemble du groupe applique une partie encore aujourd'hui de ces règlements-là, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a un effet et ce qui transforme une espèce de force supra-étatique comme le Tiling qui est divin moraux, mettons. Mais malgré tout, à la fin, spoiler alert, mais on s'entend que le spoiler, il est là depuis le début, là, mais on l'a déjà mentionné, mais à la fin, Grindelwald, il se met comme dans sa bulle protectrice, puis il s'enfuit. Mm-hmm. Ben là, ça, c'est comme le comportement d'un État qui ne veut pas respecter la soft law ou ne veut pas respecter une norme de Jus Cohen. Une norme de Jus Cohen, c'est les normes qui sont impossibles. Qu'il y a comme une entente générale de toute la communauté internationale. C'est dans le fond, le soft law, c'est, dans le fond, par rapport au ISKN. Le ISKN, grosso modo, c'est des normes coutumières qui relèvent du soft law. Dans le fond, c'est un peu la même affaire, sauf que les règles de ISKN, c'est des règles coutumières qui font force de pratiques non écrites qu'on met en place entre les États. Par exemple, l'interdiction à l'esclavage. Exactement. Ou tout ce qui est les conventions de Genève, comme théoriquement la protection des civils. Tout ce genre de choses-là qui, théoriquement, même encore aujourd'hui, malgré les guerres, qu'une majorité d'États vont quand même respecter. Et c'est pour ça que, par exemple, l'attaque d'école est réprimandée et que certains États vont, malgré le fait qu'ils l'ont fait, vont essayer de se justifier. Donc, ça montre que ces normes de ISKN ont encore une place importante dans le système international actuel. Puis on voit vraiment, on peut les voir dans le film parce que quand ils ont toutes leurs manettes, leur case. Exactement.
quand ils finissent par ouvrir les mallettes, les personnages du côté à Grindelwald, c'est des choses inoffensives, comme par exemple celle de Jacob... c'est des pâtisseries. Qui s'en échappe, celle du frère de Newt, de Theseus. Lui, c'est comme le truc du le Gryffondor. Le vif d'or? Oui, le merci. Vif d'or, voilà. C'est toutes des choses inoffensives qui en sortent, mais quand vient le tour à Grindelwald d'agir contre des personnes, c'est littéralement de faire du mal à Jacob. Exactement. Puis en plus, on voit qu'ils ne respectent pas les règles du jeu international, d'autant plus, mais le parti de Newt va les respecter parce qu'on se souvient que la première fois à Berlin qu'on voit le ministère de la magie allemand, la première fois, on voit que, bon, le frère de Newt, donc Theseus, se fait arrêter. Se fait arrêter par le bureau allemand. Ouais. Et dans le fond, la professeure qui est avec eux leur dit « Non, on n'est pas assez pour agir. » Mais non seulement ils sont pas assez pour agir, mais en plus, ce serait une violation de la souveraineté du ministère allemand. Et donc, non seulement ils sont pas assez, mais ils n'ont pas avantage à faire une scène. Puis aussi, c'est intéressant parce que, bon, c'est ça que c'est sorti en 2021, puis vous pensez peut-être que... 2022. Puis vous pensez peut-être qu'on exagère un peu dans nos analyses, mais c'est quand même clair qu'il y a plusieurs indicateurs du contexte international. Puis un autre, qui est en émergence depuis plusieurs années maintenant, c'est l'émergence d'acteurs non étatiques qui peuvent déstabiliser les États. Ça, on le voit moins dans le film Fantastic Beasts, mais on le voit plus dans le film G20. Donc, je vous conseille d'aller écouter l'épisode suivant si vous êtes intrigué par ça. Puis surtout que le film G20 est sorti il y a quelques mois, semaines. Il y a quelques semaines. C'est très récent. Et donc, je vous invite à écouter notre prochain épisode.